wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, maître absolu des circonstances. Par la grâce infinie de qui nous nous retrouvons en cet après-midi du 30 novembre 2018. Chers téléspectateurs, vous qui nous recevez chez vous, sachez que vous êtes à votre émission Jeunesse Active, l'émission de l'association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe radio et télévision Bonferré. Merci de nous recevoir chez vous et de nous suivre. Comme promis, dans la dynamique de vous servir sur des thématiques en rapport avec la jeunesse de manière générale et surtout la jeunesse nigérienne, aujourd'hui, dans ce numéro de votre émission, nous aborderons la thématique des valeurs patriotiques et l'enseignement de l'histoire. En d'autres termes, l'importance de l'enseignement de l'histoire pour la jeunesse, aux jeunes de manière générale. La question de l'histoire a été un sujet longtemps sur les lèvres. Il a été question de donner à la jeunesse les moyens de se repérer, les moyens de se retrouver en enseignant à cette jeunesse-là son histoire, l'histoire du pays, notre histoire commune. Alors, aujourd'hui, votre émission Jeunesse Active s'intéresse justement à cette question de donner à la jeunesse l'enseignement de l'histoire. Alors, pourquoi enseigner l'histoire aux jeunes? Quel intérêt donc revêt l'aspect de l'enseignement de l'histoire à la jeunesse? Les valeurs patriotiques, comment les reconquérir? Parce que le constat qui se dégage dans notre pays en particulier, c'est que les valeurs patriotiques, les valeurs de civisme sont quasiment absentes chez notre jeunesse, la jeunesse nigérienne en question. Pour en parler donc, je reçois sur ce plateau l'une des voix autorisées. Nous avons avec nous sur ce plateau Dr Hamadou Hassan, il est historien, il est enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, il est le chef de département d'histoire toujours à l'université. Je rappelle aussi qu'il est le président de l'association des historiens nigériens et également il est à son deuxième passage au cours dans cette émission Jeunesse Active. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes beaucoup occupé. Malgré toutes ces occupations, vous avez accepté de partager ces 45 minutes avec nous. Au nom de la jeunesse, nous adressons tous nos remerciements. Espérons que votre passage ici fera tache d'huile ce que vous aurez à nous dire, notamment à cette jeunesse-là. Alors, je l'annonçais tantôt, notre thématique d'aujourd'hui, docteur, porte sur la jeunesse et patriotisme par la connaissance de notre histoire commune. Alors, tout de suite, en tant qu'historien, quand on vous demande l'intérêt, quel intérêt revêt l'aspect de l'enseignement de l'histoire aux jeunes de manière générale et même dans le développement d'un pays aussi. Et merci beaucoup pour l'honneur que vous faites à ma propre personne et surtout à la famille Histoire. Nous, on attend que ce moment parce que c'est une question qui nous taraude aussi parce qu'on n'arrive pas à comprendre dans un pays comme le Niger, une nation qui est en construction, que le pouvoir politique affiche, je dirais, une désaffection totale sur le plan institutionnel par rapport à cette discipline. Donc l'histoire est très très importante, évidemment, pas seulement pour le jeune. L'histoire, elle est importante en tant que discipline, d'abord pour former évidemment à la citoyenneté, parce que c'est à travers l'histoire qu'on arrive à former des citoyens actifs. Maintenant, si vous prenez le paysage politique du Niger aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des citoyens, mais la majeure partie des citoyens sont des citoyens passifs, parce qu'ils ne sont pas réellement formés à l'histoire, ils ne connaissent pas évidemment les valeurs fondamentales que cette discipline véhicule. Donc c'est pourquoi je remercie votre plateau, et je suppose que la voix va porter, et pas seulement à l'endroit des jeunes, mais aussi à l'endroit des décideurs politiques. Justement. D'accord. Docteur, vous avez déjà évoqué l'aspect quand on essaie de contextualiser la question au niveau de notre pays, le Niger. Alors, quand on vous demande en tant qu'historien, vous êtes aussi homme de terrain, quel constat faites-vous? Le rapport entre l'enseignement de l'histoire et le terrain actuellement, quel constat qui se dégage? Bon, le constat, c'est la désolation par rapport à l'enseignement de l'histoire. Et je vais donner des exemples pour étayer ce que j'ai dit. Quand vous prenez dans un pays comme le Niger, où j'ai fait à peu près l'assimilation pour voir
comment l'enseignement de l'histoire se déroule du primaire jusqu'au lycée en classe de terminale. Et vous allez vous rendre compte que pour le niveau primaire, c'est-à-dire pour le CE1, CE2, c'est 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, hein, l'enseignement d'histoire. Et CE1, CE2, c'est 30 minutes et 2 fois par semaine. Le CM1 et CM2, c'est 1 heure, une seule fois par semaine. Vous revenez au niveau du collège, vous allez voir la 6e, c'est 20 heures toute l'année, la 5e, 20 heures toute l'année, la 4e, la 3e. Vous partez en classe au cycle du lycée, vous allez voir en seconde A, c'est 30 heures pour la seconde A et 20 heures pour la seconde C. La première A, vous avez 30 heures, 20 heures pour la première C et D. En terminale A, vous avez 40 heures et 20 heures pour la terminale D et C. L'autre problème, c'est qu'il y a eu un combat parce qu'à un moment, l'enseignement de l'histoire a été supprimé dans les séries dites scientifiques, c'est-à-dire séries D et C. Mais il y a 3 ans ou 4 ans de cela, on a ramené l'enseignement de l'histoire dans ces filières. Malheureusement, même au bac, c'est seulement au second groupe. Ça veut dire qu'on n'encourage pas les jeunes dans ces filières à connaître l'histoire. Parce qu'un candidat à qui on dit, bon, vous faites l'histoire et la géographie, c'est seulement quand vous tombez au second groupe que vous allez passer l'examen. Ça veut dire qu'on ne les encourage pas à venir suivre les cours d'histoire. Donc, ça, c'est un premier volet. Deuxièmement, quand vous voyez le volume et le programme d'enseignement, on dit que l'histoire doit apprêter les jeunes à devenir des citoyens actifs. Il faut parcourir le programme du CI jusqu'en terminale. Vous allez voir le programme qui est proposé, le contenu. Donc, il faut qu'on revoie un peu, évidemment, la façon de faire. Et c'est pourquoi je dis, moi, je proposerais qu'on aille vers des manuels à tous les niveaux. Et des manuels qui prennent en compte quand même les valeurs, évidemment, de nos sociétés. Il faut qu'à chaque niveau, qu'on arrive à voir les valeurs fondamentales qui fondent évidemment notre nation. Comment on va inculquer ces valeurs aux jeunes. Oui, justement. Docteur, justement, vous avez un peu évoqué le cas justement de l'intérêt par rapport au constat sur le terrain. On a remarqué qu'il n'y a pas un intérêt particulier, il n'y a pas de l'importance qui est accordée à l'enseignement de l'histoire aux scolaires de manière générale et surtout aux jeunes en particulier. Alors, la question suivante, vous avez fait cas du contenu. Alors, quelle lecture donnez-vous de ce contenu qui est donné à la discipline de l'histoire? Est-ce que cela reflète réellement les besoins socio-culturels du pays? Bon, je ne dis pas que ça ne reflète pas, mais ça ne reflète pas pour autant les vrais besoins d'une société. Parce qu'on est dans une nation en construction. Et quand on dit nation en construction, c'est l'histoire, à mon sens, qui est le seul dénominateur commun, à même d'amener évidemment les grands groupes socio-culturels à vivre ensemble. Et cela passe nécessairement par l'enseignement de ces valeurs. Et fondamentalement, dans ces programmes, à tous les niveaux, quand vous prenez les programmes, je prends l'exemple du programme de la terminale A. Aujourd'hui, c'est un programme qui est trop surchargé pour les étudiants. La Seconde Guerre mondiale, si vous voyez comment c'est enseigné, c'est trop lourd. Les étudiants, quand on parle d'histoire, ils ont peur. Alors que l'histoire, il faut l'enseigner pour que ça soit évidemment bénéfique pour celui qui reçoit l'enseignement. Donc, c'est un modèle de citoyen, à inculquer des valeurs. Mais comment trouver, je ne dis pas que la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas utile. Parce que l'Afrique, évidemment, le destin de l'Afrique, je peux dire, est en partie lié à cette Seconde Guerre mondiale. Il faut l'enseigner, mais il faut trouver une voie facile pour l'enseignement. Pour alléger, donc, beaucoup de programmes méritent évidemment d'être retouchés pour qu'on inculque davantage les valeurs fondamentale pour la jeunesse. Justement, docteur. On va revenir à cette question. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission en nous écrivant par un message SMS au 93 01 34 55. 93 01 34 55 pour participer à cette émission. Peut-être poser des questions à notre invité et aussi contribuer à l'enrichissement de ce débat. Alors, docteur, vous avez dit une phrase qui a retenu mon attention. L'histoire doit servir à préparer des citoyens actifs. Alors ici, dans le contexte particulier de notre pays, le Niger, c'est même les scolaires parfois qui se plaignent de ce contenu-là qui leur est enseigné. Ça, en d'autres termes, peut-être pour dire que
ce contenu ne reflète pas les besoins réels du terrain. Vous avez fait quoi? Peut-être des UE, on appelle des unités qui font cas peut-être de l'histoire de d'autres pays, de l'histoire internationale, mais on a l'impression que l'histoire même du pays en tant que tel n'est pas prise en compte, une grande importance n'est pas accordée à l'histoire du pays. Quel parallèle faites-vous quand on prend la finalité, préparer les citoyens actifs, et le contenu qui est enseigné qui ne reflète pas les besoins ou les aspirations de la jeunesse? Bon, et le parallèle, ce que j'aimerais d'abord vous dire, l'histoire véhicule, l'enseignement de l'histoire, je dirais, véhicule trois vertus fondamentales. Premièrement, le sens des origines. Okay. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on est dans un pays, il faut connaître ce pays, il faut connaître évidemment les origines de ces groupes, les valeurs que chaque groupe véhicule. Oui. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, l'histoire va quand même permettre une ouverture au monde. Ça veut dire que c'est à travers l'histoire qu'on sait comment les Américains vivent, tous ces éléments, c'est important. Et troisièmement, en termes de vertu, c'est que l'histoire, formellement, est un facteur déterminant pour, je dirais, l'esprit intellectuel et moral. Ça veut dire que c'est à travers l'enseignement qu'on doit apprendre quand même aux jeunes la dignité. C'est ça les valeurs. Si vous voyez que la société plus ou moins est, entre guillemets, là où elle est, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de valeur. La corruption, elle ne fait que grandir. Et les mensonges à tout bout du champ. Donc on n'apprend pas quand même à cette jeunesse, évidemment, à s'en sortir. Donc ici, pour dire le parallèle, c'est-à-dire en termes de contenu, c'est de voir évidemment les vraies valeurs, les valeurs qui fondent évidemment notre société et de les inculquer évidemment à travers les enseignements. Mais maintenant, c'est aux décideurs de voir comment ils vont trouver le filon pour que cela soit possible. Voilà. D'accord. Vous aussi, en tant qu'historien, comment est-ce qu'on peut amener cette jeunesse-là à s'imprégner, à se faire sienne de ces valeurs historiques, ou bien à aimer l'histoire en un mot? Bon, et l'histoire, d'abord, c'est pas l'histoire qu'il faut aimer, mais l'histoire que nous partageons, nous tous. On est d'abord dans un État, et l'État, c'est l'État du Niger. Et dans cet État, évidemment, ce qu'on demande aux uns aux autres, c'est le patriotisme. C'est-à-dire la reconnaissance d'un territoire défini à travers... Et nous, il faut qu'on reconnaisse évidemment cette patrie. Donc, il faut aimer ce pays. Alors, l'histoire, je pense que c'est le moyen le plus évident qui peut, ou bien qui est même capable de donner quand même à cette jeunesse les voies et moyens pour y parvenir. D'accord. Vous avez déjà touché, docteur, la question du patriotisme, qui est le deuxième volet de notre entretien. Parlons du patriotisme justement au Niger. On a la remarque qui se dégage, le constat qui se dégage, c'est que on a l'impression que les valeurs du patriotisme ne sont pas inculquées à cette jeunesse-là. Ces valeurs sont quasiment absentes, ces valeurs ne sont pas remarquables dans le comportement, dans la façon de faire de cette jeunesse-là. Alors, on ne demandera pas tout de suite la faute à qui, mais on peut se demander comment est-ce que ces valeurs-là ont dû être... Parce que quand on constate l'attitude et la manière de faire d'un jeune Nigérien, vous partez au Burkina, ce n'est pas la même chose. Vous partez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Et quand on essaie d'approfondir un peu les réflexions, déjà, la cause peut se dégager dans l'enseignement de cette discipline, justement, qui est l'histoire. Et oui, et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est l'enseignement de l'histoire. Mais je vous ai dit qu'il y a une désaffection quasi institutionnelle vis-à-vis même de l'enseignement de la discipline. À telle enseigne que les jeunes, de plus en plus, ne s'intéressent pas à l'histoire. Parce qu'on a encore en tête que l'histoire nous apprend seulement ce qui s'est passé autrefois. Non, ce n'est pas ça. Mais l'histoire véhicule énormément de valeurs. Tout à l'heure, je suis en train de vous dire que l'éducation à la citoyenneté, c'est l'histoire qui donne évidemment les bases à cela. Alors, parlant du patriotisme, le patriotisme, c'est en référence à la patrie. Donc, c'est l'amour que vous réservez à votre pays. Alors, comment ces valeurs
on voit que ces valeurs-là sont en train d'être, je sais pas, détruites. Et les gens disent qu'ils sont étonnés. Non, c'est tout à fait normal. Parce que un pays, pour l'aimer, il faut le connaître. C'est pas seulement un pays. Personne n'aime une chose qu'elle ne connaît pas. Donc il faut formellement qu'on apprend évidemment à ces jeunes-là à connaître d'abord le pays. Une fois qu'ils sauront comment le pays a été constitué, comment les gens sont mis évidemment de leur sien pour que le pays soit ainsi, en ce moment, eux aussi, ils auront quand même à terminer le travail qui a été commencé. Donc, ça nous ramène encore à l'enseignement de l'histoire. Les bases fondamentales, les valeurs, c'est ce qu'il faut encore revoir, évidemment, dans l'enseignement. Et il faut revaloriser ces disciplines. Et c'est à travers l'enseignement. Les conférences, les débats, tout. C'est à travers tous ces éléments. Oui. D'accord. Docteur, nous avons quelques questions qui nous sont parvenues de la part de nos téléspectateurs. Nous avons Issa Korombe qui nous écrit: nous remercions le professeur Amadou Hassan d'avoir accepté notre invitation malgré ses préoccupations. Là, c'est juste un message de remerciement, docteur, qui vous est adressé. Le second message, il nous écrit de la part de côté de l'université de Niamey, étudiant à la faculté des lettres. Il nous dit: merci pour cette thématique d'actualité. Je pose cette question suivante à Dr Amadou Hassan. Je voudrais aimer l'histoire. Et j'ai besoin de motivation. Je veux que le docteur me motive pour aimer l'histoire. C'est la question qu'il nous pose, docteur. Quel commentaire cela suscite à vous? Mais le commentaire, c'est que il dit, il veut que je le motive pour qu'il aime l'histoire. Mais j'ai envie de lui dire que, en tant qu'être, évidemment, en tant qu'homme, évidemment, il est d'abord histoire. Il faut d'abord qu'il se rende compte que le fait qu'il soit ici, c'est parce qu'il y a l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire, c'est lui-même l'histoire. Donc, maintenant, les vraies motivations que je peux lui donner ici même, c'est que je suis en train de donner les valeurs de l'histoire. Alors, en termes de valeurs, l'histoire, c'est l'éducation. L'éducation à la citoyenneté. Et qui dit, quelqu'un qui a le civisme, c'est quelqu'un-là qui est conscient, évidemment, de ses devoirs et de ses droits. Ça veut dire que si on est conscient de ses devoirs et de ses droits, on a des repères. On n'est pas perdu. On a évidemment la possibilité d'aller de l'avant. Mais, alors, celui-là qui ne connaît pas son histoire, celui qui ne connaît pas l'histoire de son pays, mais il ne peut pas, lui, en tant qu'être, avoir de repères. Il ne peut pas avoir de projet d'avenir. Et pour le pays, il ne peut pas servir le pays valablement parce qu'il ne le connaît pas. Donc, dites-lui que réellement, l'enseignement de l'histoire véhicule beaucoup de valeurs qui peuvent lui permettre, évidemment, d'être un homme idéal. À même de servir une nation qui ne va pas se servir. Parce que, pour terminer, je vais dire quand même, si aujourd'hui on voit que sur le plan politique, évidemment, parce que le plan de la gestion, ceux qu'on place pour gouverner, pour gérer, il y a beaucoup d'impairs qu'on voit. Parce que beaucoup ne connaissent pas évidemment l'État. Ils ne connaissent pas le pays. Et comme on ne connaît pas le pays, on se sert parce qu'on se connaît soi-même. Mais le pays qu'on ne connaît pas, on ne va jamais le servir. Tout à fait. Tout à fait. Merci, docteur, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle également à nos téléspectateurs, peut-être qui viennent de nous prendre en marche, que vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de l'enseignement de l'histoire, les valeurs patriotiques par l'enseignement de l'histoire. Alors, il faut donner à cette jeunesse-là les moyens de retrouver ses repères, les moyens d'aimer la patrie, les moyens de reconquérir toutes ces valeurs patriotiques-là qui sont une condition sine qua non également du développement d'un pays, d'autant que la jeunesse est affectueusement appelée le fer de lance du développement économique et social d'un pays. Alors cette jeunesse a besoin de ces repères et ces repères passent nécessairement par l'enseignement de notre histoire commune. Docteur, on va revenir à la question du patriotisme, mais bien avant, peut-être pour les étudiants qui nous suivent ou même
les scolaires, peut-être qui sont en classe de terminale, qui seront peut-être les futurs bacheliers. Il y a une question qui se pose à l'université, je pense qu'on ne va pas déroger à cette question. Vous êtes chef de département, cette question, le département d'histoire n'est pas le seul. En termes d'affluence du nombre d'étudiants dans certains départements de l'université, on remarque que le département d'histoire, il n'y a pas une grande affluence, même si ces dernières années, peut-être que la motivation ou l'affluence commence à venir, peut-être à pas de caméléon. Et la question qu'on se pose, un étudiant ou bien un bachelier qui se dit qu'il va s'inscrire dans un département d'histoire, la question qu'il se pose, c'est la finalité. Qu'est-ce que je vais faire avec mon diplôme, avec ma licence, mon master, mon doctorat en histoire? Est-ce que c'est pour sortir tout simplement enseignant les débouchés de la discipline historique? C'est cela aussi la question que généralement les gens se posent. Je pense que vous êtes là voie autorisée. Les étudiants qui ont envie de savoir quel élément d'information leur donnez-vous? Ce que vous dites, c'est un constat, mais qui n'est pas seulement valable pour la discipline histoire. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des sciences humaines et sociales qui est touché par ce problème. Et tout ce qui a amené ces choses, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de proposition pour la jeunesse. L'État même ne propose rien pour la jeunesse. C'est-à-dire les étudiants qui rentrent évidemment au niveau de l'université. On prend en histoire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'affluence. Oui. Évidemment, là où il y a beaucoup d'affluence. Mais les étudiants qui sortent, ils deviennent quoi? Qu'est-ce que l'État propose au bout? Parce que le problème, c'est qu'à l'université, on est arrivé à un moment où, je dis bien où, quand vous prenez la faculté des lettres et sciences humaines, où peut-être la capacité d'accueil ne dépasse guère 3 000 ou 4 000 étudiants, on a aujourd'hui plus de, je ne sais pas, 6, 7 000 étudiants dans cette faculté. Ils vont tous sortir soit avec une licence, un master ou bien un doctorat. Mais pour quelle finalité? Ce que l'État propose aujourd'hui, c'est d'abord le contrat. Et le contrat dans l'enseignement. Et ce problème, j'ai voulu évoquer quand j'ai parlé de la délicatesse, évidemment, de l'enseignement même de l'histoire. Sur le terrain, vous allez voir des étudiants qui ont fait des formations en sociologie, qui ont fait des formations, je ne sais pas, dans un autre domaine, mais à qui on confie évidemment l'enseignement de l'histoire, qui à l'université n'ont jamais une fois suivi un cours d'histoire, mais qui se retrouvent par la force des choses enseignant l'histoire. Alors, en termes de finalité, et tout à l'heure j'ai dit que l'historien, c'est d'abord un expert. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de la désaffection au niveau même de l'État. C'est-à-dire, tant que le pouvoir politique ne comprenne pas l'enjeu et l'utilité de l'histoire, évidemment, à l'université, ou bien les étudiants, ou bien la jeunesse, ne peut jamais comprendre que cette discipline est importante. Je vous donne des exemples. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, au Niger, on organise un concours d'entrée à la fonction publique. J'ai dit d'entrer à la fonction publique. Et qu'il n'y a pas de preuve d'histoire. Pour des gens qui vont aller servir, évidemment, le pays. Moi, j'étais dans une soutenance, dans une école professionnelle. Un étudiant qui a écrit tout au long de son document que la superficie du Niger est égale à 4000 km². Un niveau master. Niveau master dans une école professionnelle. Et cet étudiant-là était en train d'aller soutenir pour partir et dire qu'il a un master. Il ne connaît même pas la superficie réelle du Niger. Il ne connaît pas. Donc, la finalité, l'histoire débouche à l'expertise. C'est-à-dire, les problèmes sociétals, les historiens sont à même quand même de se prononcer. Si je fais la comparaison en Occident, je prends l'exemple de la France. Vous avez à tous les niveaux, j'ai dit à tous les niveaux, même dans les cabinets privés, vous avez toujours des historiens qui sont à côté, évidemment, des décideurs. Et parce qu'ils savent, l'exemple de la Chine, l'exemple du Japon, ce sont des exemples édifiants. Ils n'ont pas fait fi de leur histoire et c'est comme ça qu'ils sont partis de l'avant. Donc, l'histoire a beaucoup de finalités. Ce n'est pas que l'enseignement. Et l'enseignement, moi je suis enseignant. L'enseignement, c'est parce qu'au Niger, on a tiré l'enseignement à un niveau
très très bas. Oui, Un justement. enseignant n'est pas n'importe qui. Mhm. Et à l'époque, ce sont les meilleurs qui deviennent des enseignants. Oui, Mais aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont rien à faire qui deviennent des des enseignants. enseignants, tout à fait. Donc, à part l'expertise, l'historien est là pour accompagner la société, Oui, pour édifier la société. Ça veut dire que la place de l'historien, l'histoire joue un rôle fondamentalement social, qu'on le veut ou non. Mais il revient maintenant à l'historien qui sort de l'université de mettre en valeur ses compétences. Parce que quand vous sortez avec une licence générale en histoire, on suppose qu'en tout cas nous, au département d'histoire, je suppose que la formation qu'on est en train de donner à nos étudiants, ça peut leur permettre quand même d'être aptes à compétir évidemment sur le plan du marché du travail. Parce qu'un historien, s'il est bien formé, il peut toucher à toutes les thématiques. oui, Il peut être utile dans n'importe quel domaine. Mais maintenant, c'est l'offre que l'État du Niger fait qui fait qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'en histoire, c'est seulement l'enseignement. l'enseignement, Ce n'est oui. pas que seulement l'enseignement. Donc, les possibilités que la discipline histoire offre Oui. sont multiples et multiformes. Multiforme. Mais le problème, c'est au niveau des décideurs politiques. Parce qu'ils ne veulent pas, évidemment, que la jeunesse comprenne, évidemment, l'histoire. Parce que, pour terminer, hein, et, si le peuple est suffisamment édifié, Oui, s'il est suffisamment édifié, il sera un peuple, un citoyen actif. actif. Et quand on dit un citoyen actif, c'est le citoyen-là qui participe pleinement à la gestion des affaires De de l'État. l'État. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas bien formés. Les gens, ils regardent seulement ce qu'ils gagnent. Évidemment, ils ne s'occupent pas de la gestion. Et ceux qui ont quand même su trouver les moyens pour intégrer cette gestion, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Parce que les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs, ils regardent les autres faire. Donc, c'est ça, il y a beaucoup Et là, de on comprend que le fossé est déjà créé, il faut maintenir les citoyens, le peuple, dans cette forme d'ignorance aussi. Parce que quand on méconnaît l'histoire, je pense que c'est une grande forme d'ignorance également. Donc, nous avons tous des messages, docteur, nous avons l'impression que nos téléspectateurs accordent de l'intérêt à cette thématique. Des questions qui nous parviennent, je suis obligé de vous les poser, docteur. Nous avons Yaye Isaka, étudiant à l'université de Niamey. Ma question est la suivante. L'histoire participe-t-elle au développement de notre pays? Ça, c'est le premier volet de sa question. Si oui, est-ce que nos dirigeants s'inspirent de cela? Est-ce que nos dirigeants s'inspirent de cela pour le développement de notre pays? Je pense que vous avez déjà en partie répondu à cette question. Oui, j'ai même répondu à cette question. Mais quand il dit, est-ce que l'histoire participe au développement? Mais le développement, c'est un tout. Évidemment, le développement, on est en train de chercher le développement et on ne peut trouver le développement qu'en faisant recours d'abord à l'histoire. Oui. Tout à l'heure, je disais que les exemples les plus cités, c'est l'exemple de la Chine ou bien du Japon. Et ils ont fait recours à leur histoire. Et aujourd'hui encore, je pense que la 7e République est en train de proposer ce qu'on appelle la renaissance culturelle. Ça veut dire que, fondamentalement, ils sont aujourd'hui conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas, oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que quand on dit renaître, il faut arriver à un niveau où on constate qu'on est mort. On est mort. Donc il faut revivre, il faut renaître. Ça veut dire que cette conscience qu'on a de la renaissance, c'est-à-dire c'est parce que on sait que les choses ne marchent pas. Oui. Donc il faut recourir évidemment aux valeurs et c'est ce que j'avais dit. Oui. Et de cette façon, évidemment, l'histoire peut parfaitement contribuer au développement. Oui. En enseignant, en donnant évidemment des repères, et l'histoire participe valablement au développement. Deuxièmement, la suite de sa question, il demande est-ce que les dirigeants font recours évidemment à l'histoire. Je ne pense pas. Je ne pense pas dans la mesure où, quand on voit l'enseignement de l'histoire, il n'y a aucun crédit, c'est-à-dire quand vous prenez la note coefficientée juste en classe de terminale, où on dit on consacre 30 heures de cours en classe de terminale. Mais pour quel coefficient? Le coefficient, c'est 3. Oui. Histoire géo, c'est histoire et géographie, et le coefficient, c'est 60. Pendant qu'en philo, en série A, je ne sais pas, c'est 80 ou bien
100. Ça, Français, je ne sais pas, 100 ou 80. 80, Mais il y a de quoi, c'est le seul endroit où l'histoire et la géographie sont bien enseignées, c'est-à-dire la terminale A. Et là même, le coefficient, ce n'est pas encourageant. Oui. Ça veut dire qu'on n'encourage pas l'étudiant là qui veut connaître l'histoire, qui veut s'investir dedans, le note coefficienté. Il ne va pas perdre du temps. Est-ce que vous voyez? Donc les décideurs politiques, je ne pense pas si ils font réellement recours, évidemment, à l'enseignement de l'histoire pour avancer dans ce qu'ils sont en train de faire. Docteur, à vous écouter, personnellement, je suis un peu inquiet. Je suis inquiet du moment où... je suis inquiet pour le Niger, en fait, je veux dire. Quand vous dites que vous avez pris l'exemple de l'étudiant qui, niveau master, écrit dans son mémoire que la superficie du Niger fait 4000 km². Je suis inquiet. Je pense que là, ça doit susciter une très grande inquiétude à mon niveau. Deuxièmement, vous dites que les concours qui sont organisés, il n'y a pas de matière qui fait référence à l'histoire. Ça veut dire que les gens qui seront bientôt des hommes de terrain qui vont aller dans l'administration, servir l'État, ignorent même le fondement, ou le sens même de l'État, ou bien l'histoire, l'évolution de l'État en tant que tel. C'est mon deuxième niveau d'inquiétude. Troisième niveau d'inquiétude, vous venez de le dire, l'histoire qui est enseignée aujourd'hui aux futurs dirigeants de ce pays, les scolaires. Cette histoire-là n'est pas encouragée. Vous avez fait cas du coefficient qui est accordé à la discipline de l'histoire. Moi, je suis inquiet. Docteur, comment me rassurer? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a un problème sérieux qui est là. Les valeurs du patriotisme sont en train d'être détruites, vous l'avez dit. Je suis inquiet en un mot, docteur. Et vous demandez des voies de sortie. Oui. Mais c'est très simple. Hein. Je pense que je vais profiter de votre plateau pour dire que l'association des historiens a déjà entrepris un certain nombre de démarches. Et c'était à l'époque où l'autre professeur Mahmoud Jibo était président de l'association. On a vu l'association a rencontré le Premier ministre, a rencontré évidemment l'Assemblée pour parler ou bien poser le problème de l'enseignement même de l'histoire. La vision que les autorités politiques se font évidemment de l'histoire ou bien de l'enseignement de l'histoire. Et c'est ça, je pense que c'est dans le sillage qu'on a encore ramené l'enseignement de l'histoire dans les séries dites scientifiques. Mais ça a été traité à moitié. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut généraliser l'enseignement de l'histoire. Quand je dis généraliser, il faut qu'on retrouve l'enseignement de l'histoire du Niger, je dis bien. Tout à fait. Et c'est même de l'histoire du Niger, à tous les niveaux. Et dans tous les établissements, publics, privés, professionnels, les établissements d'enseignement général. Il faut qu'on le voit. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de vous former en informatique qu'on ne va pas vous apprendre le Niger, à comprendre le Niger. Parce que ça va être utile quand vous êtes formé, même si c'est pour devenir informaticien ou maintenancier d'une machine. Mais vous allez servir dans un pays. Vous avez nécessairement besoin de connaître, évidemment, les valeurs de ce pays. Mais sinon, vous allez ouvrir vos machines. Mais quand vous allez sortir, vous allez regarder votre confrère nigérien. Vous n'allez pas le respecter. Donc, fondamentalement, moi, je dis premièrement, il faut qu'on enseigne l'histoire du Niger à tous les niveaux, dans tous les établissements. Et partout, pour tous les concours, il faut qu'on amène des disciplines et un sujet d'histoire sur le Niger. Pour voir évidemment ceux-là qu'on va prendre, qui vont aller à la fonction publique nigérienne. Est-ce qu'ils connaissent réellement le Niger? Parce qu'il faut connaître le Niger pour le servir. Et troisièmement, il faut encourager la jeunesse à aimer l'histoire. Parce que quand on dit en 6e, c'est 1 heure pour l'histoire et la géographie, c'est 2 heures par semaine. 2 heures par semaine. Mais en 2 heures par semaine, l'histoire et la géographie, qu'est-ce qu'on va apprendre à ces jeunes? Rien du tout. Donc, les notes coefficients, le volume horaire, il faut qu'on pense à les rehausser. Deuxièmement, les coefficients aussi. Celui qui aime l'histoire, il faut qu'il sente qu'au bout, s'il ne trouve pas la note coefficientée, ça peut amener les étudiants à apprendre davantage, à connaître évidemment leur histoire. Justement. Voilà, Docteur, quelques propositions. J'étais inquiet, je suis un peu rassuré maintenant à travers ces propositions. Si réellement elles sont prises en compte par les décideurs, par nos autorités,
on peut retrouver cette lueur d'espoir-là. Nous avons encore des questions qui nous sont parvenues. Zabeirou, il nous écrit du côté toujours de l'Université de Niamey. Assalamu alaikum, bonsoir cher docteur. En tant qu'enseignant expérimenté du pays, pouvez-vous expliquer ce que vous expliquez à ceux qui détiennent l'éducation? Pouvez-vous expliquer ce que vous expliquez à ceux qui détiennent l'éducation? Docteur, je vais faire un tour de l'ensemble des questions. Issa Korombe qui nous écrit également, qui peut enseigner l'histoire? Qui peut enseigner l'histoire? Quel rapport existe entre jeunesse, histoire et patriotisme? Bien vrai que la question a déjà été évoquée à l'entame de votre intervention. Je pense qu'on va prendre les deux volets. Qui peut enseigner l'histoire? Et ce que vous dites, comment pouvez-vous l'expliquer à nos décideurs de sorte qu'ils puissent s'approprier des pistes de solutions que vous êtes en train de proposer? Mais les décideurs, je vous ai dit que l'association a déjà entamé cette procédure et allé jusqu'à l'Assemblée. Et un document a été proposé pour que, évidemment, cette question soit prise en compte. Donc, je pense que l'association des historiens, quand même, est en train de travailler dans ce sens pour que les décideurs politiques comprennent l'utilité de l'enseignement de l'histoire pour la jeunesse. Et dans le document, on est même allé très loin parce qu'on a dit, même pour les fonctions électives, il faut exiger un certificat de connaissance de l'histoire du Niger. C'est-à-dire les fonctions électives. Si vous voulez être candidat à un poste électif, on vous pose des questions par rapport au Niger pour voir est-ce que vous connaissez ce pays, est-ce que vous connaissez les valeurs qui fondent évidemment cette république. Cela va vous permettre évidemment de bien servir le pays. Maintenant, l'autre question, quand il dit qui peut enseigner l'histoire, mais l'histoire a une méthodologie et a des techniques. Et je suppose que si réellement celui-là n'est pas formé à la méthodologie et aux techniques histoire, il ne peut pas l'enseigner. Et le problème, ou bien l'un des découragements qu'on voit, c'est parce que beaucoup qui enseignent l'histoire, ils n'ont pas cette formation d'historien. Parce que quand ils partent, ils font comprendre que l'histoire, c'est seulement les dates. Et ça fait peur à la jeunesse. Donc, l'histoire est enseignée par celui-là qui a une formation en histoire. Celui qui a une formation en histoire, celui-là peut enseigner l'histoire. C'est ça la question. C'est la question. Mais là, contrairement à ce qu'on constate aussi sur le terrain, on voit des étudiants, des littéraires qui ont fait là, qui partent sur le terrain, qui enseignent français, histoire. Des gens qui ont fait peut-être droit, qui vont sur le terrain, qui se retrouvent peut-être par le manque de moyens, comme vous l'avez dit aujourd'hui, l'enseignement. On va dans l'enseignement parce qu'on n'a pas de quoi faire, qui se retrouvent dans l'enseignement de l'histoire. Et là, c'est le fossé qui est créé, le danger qui est entretenu depuis la suite. Docteur, nous sommes pratiquement au thème du temps qui nous est imparti. Peut-être ça sera mon avant-dernière question. Vous avez donné des pistes de solutions. Une jeunesse qui méconnaît l'histoire d'un pays, une société qui ne connaît pas cette histoire, quels sont les dangers et quelles sont les conséquences auxquelles on peut s'attendre? Mais les conséquences, c'est que il y a d'abord la perte de l'identité. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la société nigérienne à travers la jeunesse a perdu l'identité. Il n'y a pas de repère. Aujourd'hui, quand vous voyez la jeunesse, aujourd'hui, il n'y a aucun repère. Donc, on ne peut pas avoir de projet. Parce que si vous avez des repères, c'est en ce moment que vous allez pouvoir avoir des projets. Donc, l'identité, elle est totalement absente. La culture qui n'est pas enseignée, qui n'est pas connue à travers l'enseignement de l'histoire, mais la valeur ou bien les valeurs d'autrui qu'on est en train de poursuivre, ça fait que la jeunesse se trouve au milieu. Elle méconnaît évidemment l'histoire du pays, son identité, parce que l'histoire n'est pas, elle ne s'est pas approprié son histoire. Et secondo, l'identité qu'elle est en train de poursuivre, elle ne va jamais la recouvrir. Donc, la jeunesse ne sera pas assimilée pour devenir évidemment la culture, ou pour devenir évidemment, parce que c'est la culture occidentale, qu'on le veut ou non. À travers les médias, justement. À travers les médias. Parce qu'ils ont quand même mis en place un dispositif pour, évidemment, on est dans la mondialisation. C'est la culture qui se vend la mieux, qui est adoptée. Mais ici, nous, quand même, c'est d'abord le cadre propre au pays même qui n'est pas prêt pour former quand même les citoyens
aux valeurs historiques. Donc là, et qu'est-ce que je voulais dire? La perte de l'identité. La perte de l'identité. Il y a aussi le manque, je dirais, d'une conscience citoyenne. Oui. Ça veut dire que quand vous prenez aujourd'hui la jeunesse nigérienne, particulièrement, hein, vous allez voir, pour ceux-là qui arrivent à réclamer, ils réclament quel est droit. Un jeune ne va jamais vous parler de devoir. Parce que c'est des choses qui vont de pair. Oui. Si vous avez des droits, et vous avez des devoirs aussi. Donc ça aussi, ça manque. Ça manque tout à fait. Ça manque aussi. Donc on l'a compris. Du coup, là, vous avez un peu par rapport à cette mondialisation, la promotion de la culture la mieux connue, c'est elle qui est la mieux vendue. Alors du coup, là, il y a la responsabilité aussi des médias nigériens particulièrement aussi, qui passent leur temps à véhiculer la culture de l'autre. Docteur, nous allons prendre votre mot de la fin. Nous sommes au thème du temps qui nous est imparti. On va prendre votre dernier mot. Les autorités peut-être qui nous écoutent, la jeunesse qui vous écoute, les Nigériens qui vous écoutent en ce moment précis, docteur, quel message avez-vous à leur donner de sorte que ces valeurs-là que nous sommes en train de poursuivre, nos valeurs patriotiques, nos valeurs culturelles, nous puissions les reconquérir. Très rapidement, docteur, en quelques secondes, votre mot de la fin. Alors, mon mot de fin, c'est d'abord dire à la jeunesse que les choses ne sont pas encore perdues totalement et que la jeunesse se ressaisisse. Et parce que la jeunesse doit réclamer évidemment à l'endroit des pouvoirs publics. Parce qu'une jeunesse bien formée peut réellement apporter le développement. Et cela passe nécessairement par l'enseignement. Et l'enseignement, quel qu'en soit le type, je ne dis pas que c'est seulement l'enseignement de l'histoire qui est important. Mais l'enseignement de l'histoire se trouve être, je dirais bien, la clé qui ouvre évidemment les autres portes. Parce qu'il faut d'abord que la jeunesse arrive à comprendre qui elle est, dans quel pays elle est et comment ce pays-là a été constitué. Maintenant, à l'endroit des autorités politiques, ceux qui nous gouvernent, j'en appelle à ces autorités évidemment à une prise de conscience pour qu'ils aident quand même cette jeunesse à amorcer ce qu'on a appelé renaissance culturelle. Donc, en accordant plus de crédit à l'enseignement de la discipline historique. D'accord. Docteur, on a compris le message. Nous sommes au thème du temps, je l'ai annoncé. Amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous sommes au thème du temps qui nous est imparti. Nous vous disons grand merci de nous avoir suivis, de nous avoir reçus chez vous. La question de l'histoire, de l'enseignement de la discipline historique, on n'en dira pas beaucoup assez. Docteur nous a suffisamment édifié et docteur, nous profitons de cette antenne de ce plateau pour vous dire grand merci. Merci pour tous ces éclaircissements. Espérons que vos propos ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Amis jeunes, vous qui nous avez suivis également, saisissons la portée de son message pour reconquérir ces valeurs patriotiques-là, ces valeurs de l'histoire qui nous ont tant échappé. Alors, décideurs également, espérons que ce message également sera très bien accueilli. Docteur, merci à vous téléspectateurs, merci à toute l'équipe de réalisation. Inch'Allah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, toujours en rapport avec la jeunesse nigérienne. Que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse les jeunes. On se donne rendez-vous, Inch'Allah. Restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.